J'attendais avec impatience l'ouverture de la saison de la chasse aux cerfs. C'était un peu comme l'excitation fébrile que je ressentais enfant à l'approche de Noël. En Pennsylvanie, elle débute toujours le premier lundi suivant Thanksgiving et est pratiquement considérée comme un jour férié à l'échelle de l'État. De nombreuses écoles ferment leurs portes parce qu'un grand nombre d'élèves des petites classes, ainsi que pas mal de professeurs, préfèrent se trouver dans les bois de Pennsylvanie plutôt qu'en salle de classe. Au dernier moment, un client basé en Californie a insisté pour que je reste joignable le lundi pour gérer son compte. J'ai tenté de le dissuader et j'ai timidement sondé la possibilité qu'il consulte un autre représentant de l'entreprise. Ce compte était crucial pour l'entreprise, et par conséquent, il était devenu très important pour moi personnellement. Pour la première fois depuis l'âge de 12 ans, j'ai passé le jour d'ouverture de la chasse aux cerfs à travailler. Je me suis fait à l'idée que je ne pourrais rejoindre notre cabane de chasse que lundi soir, ratant ainsi toute l'effervescence que les autres chasseurs allaient vivre tout au long de la journée. Cela impliquait de faire l'impasse sur la bière et l'argent que j'allais perdre au poker. Si la chance me souriait, je pourrais rattraper une partie du temps perdu, de la bière et de l'argent dès lundi soir. Fort de cette idée, j'ai chargé mon matériel de chasse dans le pick-up, j'ai posé un casier de bière sur la banquette arrière et je suis parti pour le voyage de 3 heures jusqu'à notre refuge de chasse près de Bradford. Ma femme, Barb, m'avait laissé un mot indiquant qu'elle sortait avec des amis et me souhaitant bonne chance pour la chasse. Je n'étais pas dupe. Je savais que la plupart des femmes étaient ravies de nous voir, nous les hommes, loin de la maison pendant la première semaine de la saison du cerf. Pour elles, c'était une brève échappée. J'étais à 1 heure de chez moi quand le soir est tombé. Alors que j'empruntais les portions sinueuses de la route 6, j'ai vu un camion de dépannage percuter un magnifique cerf, le projetant sur le bas-côté. Ralentissant, j'ai vu un autre cerf, une biche, s'envoler du véhicule et s'effondrer à côté du cerf. Je me suis garé, utilisant mes phares pour examiner les malheureux animaux. Le cerf arborait des bois magnifiques, de près de 60 cm d'envergure. Les bois de la biche étaient bien plus petits. Tous deux étaient sans vie, comme des pissenlits fanés. J'ai pris une décision sur le champ. J'ai récupéré de la bière dans ma veste de chasse, j'ai rempli les canettes et je les ai accrochées au coffre. Puis je les ai chargées dans mon camion, j'ai fait demi-tour et je suis rentré à la maison. Il fallait que je trouve un endroit où je pourrais les préparer avant que leur corps ne refroidisse trop. Plus je tarderais, plus le processus serait difficile et dommageable. Je me suis arrêté près de la grange d'un vieil ami, à environ 3 km de chez moi, et j'ai allumé la lumière extérieure. J'ai ensuite utilisé le projecteur de terrain pour éclairer les deux cerfs. Pendant que je travaillais sur le cerf, j'ai admiré ses bois. C'était le plus beau cerf que j'ai jamais rencontré. Il m'a traversé l'esprit que j'avais une chance incroyable de gagner une somme considérable en touchant un cerf dans mon club de chasse. J'ai songé à la question morale qui pourrait se poser, étant donné que c'était le résultat d'une collision avec un véhicule, et non d'une véritable chasse. J'ai rapidement balayé les doutes qui s'étaient insinués dans mes pensées. La règle était claire, les bois les plus grands appartenaient aux cerfs légalement marqués. Je remplissais les critères. De plus, je n'avais jamais été aussi près de triompher dans un concours de chasse auparavant. C'était mon moment. J'ai décidé de rentrer chez moi, de me nettoyer et de me changer. Peu importe le nombre de fois où je dépeçais des cerfs, je finissais invariablement avec du sang sur ma chemise et mon jean. J'ai chargé les animaux préparés dans le camion et j'ai pris la route pour la maison. Mes canettes de bière étaient toutes pleines, et soudain, je n'avais plus aucune raison de me précipiter au camp. Au moment où j'arriverais, il serait déjà trop tard pour la bière ou les parties de cartes. Au moins, j'avais correctement fixé mes canettes de bière aux animaux, me suis-je dit. En m'engageant sur le chemin de terre menant à ma maison, je savais déjà qu'un de mes amis avait écopé d'une forte amende parce qu'une canette de bière était tombée de son cerf. Le magistrat régional avait refusé d'accepter que le cerf ait été correctement étiqueté, et c'était l'ingérence du tribunal qui avait entraîné la chute de la canette sur la créature. Le nom du magistrat était Ray Parker, et il jouissait dans notre communauté d'une réputation de juge pendeur. Il présidait les petites affaires juridiques et les litiges portant sur des sommes inférieures à 10 000 $. Cependant, c'était un individu ostentatoire. Barb entretenait des relations cordiales avec la sœur de cet homme. Pourtant, j'étais parfaitement conscient que si je devais un jour me retrouver devant lui au tribunal pour des accusations de chasse illégale ou de violation du code de la route, cela ne jouerait pas en ma faveur. Il était bien après 23 heures quand j'ai utilisé la télécommande pour activer la porte du garage. La maison était plongée dans l'obscurité, ce qui me laissait penser que Barb était déjà couchée. J'ai été surpris, cependant, de constater que je ne pouvais pas manœuvrer mon véhicule dans le garage. Une Lincoln flambant neuve occupait ma place habituelle, tandis que la Jeep de Barb était garée à son emplacement habituel. En faisant le tour de la Lincoln,
j'ai touché le capot, froid comme la mort. Visiblement, la voiture était là depuis un certain temps. De plus, les clés étaient toujours sur le contact. Je me suis aventuré discrètement dans la maison. Je me suis arrêté net, l'oreille aux aguets. La maison était plongée dans l'obscurité et d'un silence de mort. Avec un sentiment d'angoisse grandissant, j'ai monté l'escalier menant à la chambre. En approchant de la chambre principale, j'ai perçu un ronflement profond. Après 25 ans de vie commune avec Barb, je ne lui avais jamais connu ça. Un nœud s'est formé dans mon estomac. J'ai franchi l'embrasure de la porte, restée ouverte. La faible lumière ambiante suffisait à distinguer 2 formes humaines sur mon lit. J'ai été frappé par l'absurdité de me faufiler subrepticement dans ma propre maison. J'ai avancé la main, allumé la lumière et me suis préparé au chaos à venir. Pourtant, aucun des deux n'a bougé. Barb était étendue, nue, sa main posée sur le torse de l'homme. L'individu arborait un ventre à bière proéminent et une pilosité abondante sur l'abdomen et la poitrine. Curieux, j'ai ôté l'oreiller de son visage. C'était cet ignoble juge, Ray Parker le panda allongé dans mon lit avec Barb, sa main frêle sur ma femme. Étrangement, dans ces moments cruciaux, les pensées deviennent d'une clarté limpide. Je me suis rendu compte que mon indignation principale découlait de la décision de ma femme de se taper un type aussi pathétique dans notre lit. Nous connaissions tous les deux un tas de types qui, de temps en temps, auraient pu capter son attention, et n'importe lequel aurait été préférable. Ensuite, j'ai remarqué des bouteilles de vin vides sur la table de chevet. Et Barb caressa son sein gauche du bout des doigts, massant doucement la peau pendant que le liquide séchait rapidement. Puis, elle retira sa main. Je vidai le bol, le reposai sur la table et pris la seringue sur la table de chevet. La positionnant au-dessus du visage de Parker, je la descendis à environ 10 cm de sa bouche pendant qu'il ronflait. Serrant le cœur dans une main, je le pressai fermement, projetant l'eau sanglante sur le visage de Parker. Une partie lui entra dans la bouche, le faisant s'étrangler. Posant rapidement la seringue, je saisis le couteau et commençai à découper le cœur dans ma main gauche. Du coin de l'œil, je vis Parker et me mis à rire d'un rire dément, comme la sorcière de l'Ouest. Il émit un sifflement et se redressa brusquement. Son regard oscillait entre le cœur dans ma main et la poitrine ensanglantée de Barb, toussant et crachant le sang qu'il avait avalé. Il haletait. Alors, je tournai mon visage masqué vers lui. Cela suffit. Parker sauta hors du lit et dévala le couloir à la vitesse d'une fusée, complètement nu, ouvrant la porte de sa voiture. « Tu es le prochain, chérie » hurlai-je tandis qu'il claquait la porte et sortait du garage en trombe. Je remontai à l'étage, replaçant les vêtements de Parker sur la chaise. Je mis son téléphone dans ma poche. Je récupérai également le téléphone de Barb dans son étui carnet et le glissai aussi dans ma poche. Ensuite, je déplaçai le bol et la seringue vers l'évier, à côté de la vaisselle sale. J'activai le lave-vaisselle, me dirigeai vers mon pick-up, éteignis les lumières de la maison et fermai la porte du garage. À seulement quelques kilomètres, je repérai la Lincoln garée sur le bas-côté. Il me traversa l'esprit que l'affirmation selon laquelle quelques kilos de sucre dans le réservoir d'essence d'une voiture pourrait entraîner des résultats désastreux avait peut-être une certaine validité. À environ 800 mètres de la voiture, j'identifiai un individu manifestement nu courant sur l'autoroute. Alors que je me rapprochais, il pivota et se dirigea vers le rivage, disparaissant de ma vue. Quel genre de fou dément et détraqué courait nu vers la fin novembre dans le nord de la Pennsylvanie? La responsabilité était claire. Je pris le téléphone de Parker, composai le 112 et signalai la scène troublante que je venais d'observer. Cependant, j'oubliais de leur donner mon nom. Ils devraient se fier à l'identification de l'appelant pour déterminer qui avait appelé. Moins d'une heure plus tard, je dépassai l'endroit où j'avais aperçu plus tôt les deux serre-morts. Je pris le téléphone de Parker et composai mon numéro de téléphone personnel. L'appel fut transféré vers la messagerie vocale lors de ma première tentative. Je recomposai. Cette fois, Barb répondit à la 4e sonnerie. « Allô ? Tout va bien ?» demanda Barb avec le malaise typique qui survient lorsqu'un appel arrive aux petites heures du matin. « Allume la lumière et jette un coup d'œil au reste de ton amant » lançai-je dans le téléphone. Je restai en ligne pendant environ 10 secondes avant d'entendre un rugissement guttural. Clairement, Barb avait aperçu le sang et découvert un cœur à côté d'elle dans son lit. C'était la seule explication à sa profonde détresse. « Espèce d'ordure démente » me hurla Barb. « Tu as assassiné Ray. Tu n'échapperas jamais à la justice. Je suis en train d'appeler la police. » L'appel devint brusquement silencieux de mon côté. Un sourire illumina mon visage en imaginant l'histoire que Barb était en train de raconter aux autorités à ce moment précis. À 4 heures du matin, j'étais arrivé au camp de chasse.
Je suspendis mon cerf à la perche désignée, remarquant quelques cerfs plus petits déjà suspendus là, ce qui me provoqua un sourire satisfait tandis que j'entrais dans la cabane. Le vieux Dan McGraw était déjà à l'œuvre pour préparer le petit déjeuner. Il avait été chargé de cuisiner pour le groupe, gagnant ainsi un laissez-passer gratuit pour chasser jusqu'au prochain repas. Il plaça une assiette fumante chargée de bacon, d'œufs et de galettes de pommes de terre devant moi, et je me suis jeté dessus. Tom Burton sortit du lit et s'aventura à l'extérieur pour évaluer le temps qu'il faisait. Il fut absent pendant environ 1 minute avant de faire irruption à nouveau à l'intérieur. « Où diable as-tu abattu ce cerf, Dave » demanda-t-il. « C'est le plus grand que j'ai jamais vu. » Cette question déclencha un soudain exode par la porte d'entrée. Rien n'enthousiasme davantage un chasseur que d'être témoin d'un magnifique cerf attrapé par un autre sportif. Cela ravive l'espoir et enflamme l'imagination. Je racontai que la nuit précédente, j'avais rendu visite à un ami, m'aventurant profondément dans des broussailles denses et des lauriers des montagnes, où j'étais tombé sur un magnifique cerf. Quand il s'était enfui à travers le sous-bois à toute vitesse, je l'avais poursuivi et avais tiré un seul coup. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Pendant que les autres s'habillaient avec des vêtements chauds et des bottes isolantes, j'enlevai mes vêtements, grimpai dans ma couchette et sombrai rapidement dans un profond sommeil. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé en sursaut. Ouvrant un œil, j'aperçus une tête ornée d'une casquette de police. « Monsieur Reed, je suis sincèrement désolé d'interrompre votre voyage de chasse, mais j'ai besoin de vous poser quelques questions, déclara-t-il d'un ton égal, son sarcasme étant impossible à manquer. Je croisai son regard un instant avant de me lever, de me gratter là où une personne fraîchement réveillée devrait le faire, et d'enfiler mon pantalon et ma chemise. Je me suis ensuite dirigé vers la cafetière. « C'est tout un cerf que vous avez là sur votre permis », commença-t-il. « Où et quand l'avez-vous abattu ?»« Propriété d'un ami. »« L'heure est indiquée sur le permis », rétorquai-je délibérément. « La police d'État travaille-t-elle de concert avec la commission des permis de chasse ?»« Allons droit au but, monsieur Reed. Plus tôt dans la journée, votre femme a contacté la police de Springville. Elle affirme que vous avez assassiné son amant, le juge de district Ray Parker. Elle prétend que vous lui avez arraché le cœur et que vous l'avez laissé à ses côtés dans votre lit. Et pour compliquer encore les choses, la voiture de Parker a été retrouvée abandonnée à environ 1,5 km de votre domicile. Une fouille du véhicule a révélé un cerf mort et un fusil à canon scié dans le coffre. Il y avait aussi un oreiller dont l'étiquette fédérale avait été enlevée. L'officier ajouta d'un ton pensif, « Le corps de Ray Parker n'a toujours pas été retrouvé. Ce n'est qu'une question de temps. Monsieur Reed, ne serait-il pas plus simple de révéler où se trouve le corps de Parker ?» insista l'officier. « Eh bien, vous êtes perspicaces, les gars » ricanai-je avec sarcasme. « Vous avez court-circuité toutes les preuves médico-légales et vous avez juste envie de soutirer une confession à un pecno pour un meurtre alors que vous n'avez ni corps, ni mobile, ni arme. » L'officier récupéra mon couteau de chasse, désormais dans un sac transparent, et l'agita devant moi, en déclarant « La jalousie représente le plus ancien des mobiles. » Peu d'hommes réagissent favorablement en découvrant l'infidélité de leur femme. Tout ce dont nous avons besoin, c'est le corps de Parker, et nous aurons tout ce qu'il faut pour vous condamner à une longue peine de prison. Je ne pus m'empêcher de sourire à l'officier stupéfait, pas le moins du monde impressionné par la façon dont les diverses entités chargées de l'application de la loi géraient cette affaire. Vous partez d'une hypothèse erronée et vous essayez de la valider comme si c'était un fait. Au lieu de découvrir la vérité, vous cherchez une confession pour un événement qui ne s'est jamais produit, ignorant les circonstances réelles et négligeant les preuves qui pourraient vous mener à la bonne conclusion. La dernière fois que j'ai rencontré Ray Parker, il courait frénétiquement à travers les bois, tout nu. Je ne sais pas pourquoi. Il est possible que ma tradition de remercier les divinités de la chasse de m'avoir offert un magnifique trophée de cerf l'ait mis mal à l'aise. De plus, le fait qu'il m'ait rencontré à l'endroit même où il avait partagé un lit avec ma femme infidèle a peut-être déclenché une crainte irrationnelle née de la culpabilité, l'obligeant à fuir la pièce sans vêtements. J'ai demandé, si Parker est toujours en vie, pourquoi un cœur a-t-il été trouvé dans votre lit? Comme je l'ai déjà dit, je me livre à une cérémonie lorsque j'ai la chance de récolter un cerf important. Je m'agenouille sur mon lit, en levant le cœur du cerf comme offrande de remerciement. Par la suite, je replace le cœur à sa place dans mon lit, symbolisant l'appréciation et la révérence pour les dieux de la chasse, avec autant de dévotion que possible. À cet instant, la radio de l'officier émit une alerte. Il sortit et conversa à voix basse pendant un long moment. À son retour, il révéla que Ray Parker avait été retrouvé une demi-heure plus tôt, errant nu dans les bois. 2 chasseurs l'ont croisé et l'ont dirigé vers la route. Il semble qu'en reconnaissant son identité, il se soit abstenu de lui offrir des vêtements ou de l'escorter hors de la forêt, lui informant au contraire qu'ils étaient venus chasser, et non récupérer des brebis galeuses.
L'officier laissa échapper un léger rire. Quand il me rendit mon couteau, je lui exprimai ma gratitude. Il me demanda de me rendre au commissariat local pour faire une déclaration. Je l'assurai que je le ferais une fois ma semaine de chasse terminée. De retour à ma couchette, le vendredi après-midi, je me suis rendu au poste de police. Ils ont manifesté une certaine irritation quant à mon retard à fournir mon récit. Cependant, ce n'était pas mon problème. Il semble que Ray Parker ait affirmé que je l'avais manipulé en lui faisant croire que j'avais arraché le cœur de Barb. De plus, il affirmait que j'avais planté un cerf et une arme à feu dans son coffre et vandalisé sa Lincoln. Je revendique le droit d'honorer les dieux de la chasse chez moi comme bon me semble. C'est ce que j'ai dit à l'officier qui m'interrogeait. S'il répugne à mes pratiques, il n'a qu'à éviter mon lit conjugal et donc éviter d'y être exposé. Quant au cerf et à l'arme illégale, j'étais assis dans la salle d'audience lorsqu'il confessa à d'autres que n'importe qui pouvait inventer des histoires pour échapper à la responsabilité de ses actes. Il était grand temps que ce pauvre type assume ses responsabilités et se comporte comme un adulte. Je n'ai aucune connaissance concernant le cerf, le fusil ou son véhicule endommagé. Il a beaucoup d'ennemis. L'officier n'a-t-il pas mentionné qu'une étiquette d'oreiller avait été enlevée? C'est une violation de la loi fédérale. Enquêtez là-dessus. Le vendredi soir, je me reposais chez moi dans mon lit. J'ai senti un mouvement et je me suis réveillé pour découvrir Barb assise au bord du lit à côté de moi. Elle n'était pas là quand je me suis couché. Vous êtes sans doute au courant que j'ai alerté nos enfants et leur ai demandé de verrouiller les portes. Je les ai informés que tu avais perdu la raison, assassiné mon amant, et qu'ils devaient appeler les autorités si tu te présentais à leur domicile. Barb a commencé. J'ai cru comprendre quelque chose dans ce genre, apparemment. En effet, maintenant que tu en parles, ai-je admis à voix basse. Peut-être as-tu aussi entendu dire que j'ai contacté la police pour signaler que tu avais retiré le cœur de Ray et que tu l'avais laissé dans notre lit. Barb a insisté tandis que j'acquiesçais. J'imagine que tu as entendu dire que Ray est accusé d'infraction à la législation sur les armes à feu et qu'il a été condamné à une amende pour avoir transporté un cerf illégalement et chassé sans permis. Barb a continué. L'assistant du procureur a même tenté de l'accuser d'avoir retiré l'étiquette de l'oreiller. Mais il me semble que c'est légal, ça. Après tout, l'oreiller était déjà acheté. N'est-ce pas? J'ai répondu avec étonnement. On peut tout à fait enlever ces étiquettes une fois l'oreiller payé. On suppose que c'est la même chose pour les matelas. J'ignorais complètement ça.